Bien le bonjour, Midi Keng au micro, Khalifa Diakhaté, voici les titres du journal. Retour définitif au bercail de Sidi Lamine Niasse. Le cortège de la dépouille du fondateur du groupe Walfadjri s'est ébranlé en fin de matinée, cap sur Léona Niassène. Il sera inhumé après la grande prière de ce vendredi. Avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, de violents affrontements signalés depuis ce matin. La scène de feu oppose les forces de l'ordre à des individus non encore identifiés et qui n'ont toujours pas motivé les raisons de leur mouvement. Ziguinchor, la peste des petits ruminants décime le bétail. Nous ferons le point dans cette édition à la veille de la journée justement de l'élevage célébrée ce samedi à Ranérou. Les Sénégalais ont-ils une passion pour les collections muséales? Négatif. C'est la réponse du conservateur du musée Théodore Monod. Coup de projecteur de Awa Diop sur ce manque d'intérêt des Sénégalais dans ce journal. Gabon, la coalition pour la nouvelle République de Jean Ping exige le recomptage des voix de la présidentielle de 2017. Le challenger de Ali Bongo a jusqu'ici contesté la victoire de ce dernier. La chronique de Mamoudou Ibra Kane, comme tous les vendredis, les 7 sages 4.0, volonté d'ouverture ou anticipation d'éventuelles contestations post-électorales. La loupe de Mamoudou Ibra Kane en fin de journal. Réalisation Aminata Ndong, mise en onde Aliou Diassé, au micro Khalifa Diakhaté, bienvenue. La dépouille de Sidi Lamine Niasse est en route pour Kaolack. Le cortège a quitté Dakar en fin de matinée après une étape aux frontières devant les locaux du groupe Walfadjri, l'endroit où il s'est réalisé pour reprendre son fils. Chernias avait demandé Chernias qui avait demandé ce dernier rendez-vous entre le fondateur du groupe, le personnel et les Sénégalais désireux de lui rendre un dernier hommage. Des centaines y ont répondu à cet appel donc pour cet hommage. Voici Falun Gong. Des louanges attribuées au Tout-Puissant, des pleurs, c'est dans une telle atmosphère que de nombreuses personnes sont venues rendre un dernier hommage à Sidi Lamine Niasse, au siège de Walfadjri. Tous sont unanimes sur une chose, le défunt PDG du groupe Walfadjri était un fervent défenseur de l'islam et de la démocratie. Seuls les bons actes comptent dans ce monde. Sidi Lamine fait partie de ces gens qui cherchent toujours le bien commun. Nous prions pour que Sidi Lamine repose en paix. Nous savons tous qu'il était un grand homme. Décédé mardi, Sidi Lamine Niasse sera inhumé ce vendredi à Kaolack près de son père après la prière du vendredi. Sidi Lamine Niasse décédé donc mardi des suites d'une crise cardiaque. Le lieu de son inhumation a fait l'objet d'une mésentente entre les dignitaires de Léona Niassène et son fils Chernias qui a tenu, dit-il, à le faire enterrer à Dakar conformément, avait-il dit, à sa dernière volonté. Finalement, l'accord est tombé cette nuit pour Kaolack. Léona Niassène qui est fin prêt à accueillir son fils. Seydina Abagay, bonjour. Bonjour Khalifa. Léona Niassène s'apprête à accueillir Sidi Lamine Niasse dont l'inhumation est attendue après la grande prière de ce vendredi. Khalifa Diakhaté, ce matin on parlait de dizaines de fidèles présents à la grande mosquée de Léona Niassène. En ce moment on parle de centaines. Parce qu'au fil des minutes, l'esplanade et la grande mosquée se remplissent de plus en plus et Léona Niassène commence à refuser du monde. C'est pourquoi d'ailleurs un important dispositif policier a été déployé pour que les gens restent dans les rangs. Mais retenez simplement que le mausolée de El Hadj Ibrahima Niasse, le défunt calife de Léona Niassène, a été aménagé afin d'accueillir Sidi Lamine Niasse auprès de cet illustre fils de Léona Niassène. En ce moment, comme je vous l'ai dit tantôt, des centaines de fidèles sont regroupés tantôt devant la morgue de la grande mosquée de Léona Niassène, tantôt devant la mosquée elle-même, ou bien juste derrière la mosquée, devant le mausolée, devant accueillir la dépouille de Sidi Lamine Niasse. Ici, les gens sont impatients. Ils ont leur téléphone collé à leur oreille pour écouter les dernières nouvelles quant à l'arrivée de la dépouille vers Léona Niassène, Khalifa Diakhaté. Seydina Abagay, merci. E-Radio 12h06, la suite du journal. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs.
Des individus non identifiés qui ont assiégé l'avenue Cheikh Anta Diop ce matin. Le motif du mouvement est jusqu'ici inconnu. Les forces de police ont repris la main après de violents affrontements. Voici les détails avec Mamadou Diagne. C'est à partir de 8 heures que les étudiants ont envahi l'avenue Cheikh Anta Diop. Durant 3 heures d'horloge, ils se sont livrés à une véritable intifada avec les forces de l'ordre. En nombre d'une dizaine, les grévistes trop occupés à lancer des projectiles aux forces de l'ordre n'ont pas voulu se prononcer sur les motifs de leur rébellion. Pour semer le désordre, ces étudiants ont brûlé des pneus et des tables appartenant aux vendeurs se situant aux abords de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vers 11 heures, les forces de l'ordre renforcées ont réussi à faire reculer ces grévistes. Ces derniers auront tout de même réussi à créer un embouteillage monstre tout au long de l'avenue Cheikh Anta Diop allant jusqu'à la VDN. Mamadou Diagne, la suite du journal nous mène dans le sud du pays avec la peste des petits ruminants qui décime le bétail dans la capitale du sud. Les maîtriser grâce à des actions combinées. D'importantes mesures sont prises pour éradiquer la maladie. Mamadou Diagne. Une situation épidémiologique sous contrôle, des actions combinées pour protéger le cheptel. À Ziguinchor, le service de l'élevage a pris d'importantes mesures pour lutter contre les maladies qui déciment le cheptel. Le docteur Évariste Bassène est le chef du service régional de l'élevage de Ziguinchor. Aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, nous avons vacciné chaque année contre cette maladie. On a fait ce qu'on appelle un cérémonie, c'est-à-dire des prélèvements que nous réalisons sur des animaux. C'est qui a été réalisé sur l'ensemble des communes de la région de Ziguinchor. C'est un ensemble de villages, 15 villages par commune au moins. Et le résultat de ce monitoring révèle que le virus circule. Mais aujourd'hui, la sévérité des cas est rare. Nous n'avons que des cas chroniques. Ce qui fait qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'on a eu à vacciner pendant un certain nombre d'années, donc la maladie est en train d'être contrôlée. La peste des petits ruminants est bien présente à Ziguinchor. Le virus circule, mais il est maîtrisé grâce à des actions combinées. De quoi réjouir le docteur. Plan épidémiologique, la situation sanitaire est sous contrôle, puisque parfois il y a des petits foyers que nous maîtrisons très vite. Donc globalement, quand même, le cheptel se porte bien. Nous avons eu une bonne croissance des cheptels, globalement. Les 5 dernières années, quand même, le cheptel est en train d'augmenter progressivement, parce qu'il y a très peu d'épuis aussi. Donc ça, nous réjouissons de cette situation qui est due tout simplement à l'environnement, parce que la région de Ziguinchor, comme vous le savez vous-même, est une région assez un peu isolée sur le plan environnemental. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de maladies qui ne peuvent pas se développer. À travers la journée de l'élevage qui sera célébrée à Ranérou, l'éradication de la peste des petits ruminants est plus qu'une nécessité. Une maladie qui décime le cheptel et qui doit être combattue par tous. Justement, Mamadou Diagne, à l'occasion de cette journée célébrée demain, journée consacrée à l'élevage, et ce sera à Ranérou, Ziguinchor, entend bien marquer sa présence avec la proposition de produits du terroir de la région du Sud, miel, anacarde, entre autres produits. Nous écoutons à ce sujet Évariste Bassène, il est le chef de service régional de l'élevage à Ziguinchor. Nous allons au niveau de la journée nationale de l'élevage avec ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons ? Nous sommes la région au niveau national vraiment pour l'élevage porcin, qui est une région de composité. Pour l'élevage, la production de miel de qualité. Je pense que la région de Ziguinchor est la première région qui produit un miel de qualité. Je précise bien sur le mot qualité, parce que nous avons le miel de la mangrove qui est un miel prisé, le miel du palmier qui est un miel prisé. Nous avons également des miels de l'anacarde qui sont des miels prisés. Et nous avons un laboratoire qui fait ces tests au niveau local. Donc déjà ça, c'est l'un des rares miels qui est exporté. Nous, ce que nous mettons sur la table, ce sont ces éléments-là pour lesquels nous pensons qu'au niveau national, personne ne peut contester notre leadership. Donc c'est ce que nous allons apporter au niveau de la journée nationale de l'élevage. Ranérou accueille donc la célébration de cette journée demain samedi 12h10 sur iRadio. L'info en continu sur www.imedia.sn. L'aéroport international Blaise Diagne célèbre ses usagers, ce à l'occasion de son tout premier anniversaire. L'AIBD qui lance donc le Customer Care Week pendant une semaine, des jeux pour permettre justement aux usagers de pouvoir repartir avec des billets d'avion. Ils pourront également à l'occasion visiter des expositions d'œuvres d'art. Mamadou Abdou Gaïkassé.
Depuis dimanche, l'AIBD vit au rythme des festivités de son premier anniversaire. Les usagers sont à l'honneur. Ils peuvent repartir avec des cadeaux en guise de souvenir. Javier Marie, directeur général de l'AS. Pendant cette semaine, on bichonne nos passagers, on leur apporte un soin tout particulier. Dans l'aérogare, il y a des jeux concours. Aux jeux concours, vous pouvez gagner des lots. Les lots sont soit une entrée gratuite dans nos salons, soit un transport en taxi pour ceux qui arrivent ou en Dakar Demdik, mais aussi des réductions dans les commerces. Le café, le bar offrent des collations. Et puis, nous avons des billets d'avion à gagner. Donc, il faut faire le petit jeu concours, s'inscrire, il y a un tirage au sort. Des billets d'avion sont aussi à gagner. Ils sont offerts par des compagnies aéronautiques, selon le patron de l'AS. Et hier, j'ai eu le plaisir d'offrir à un passager un billet pour Ziguinchor, mais il y a aussi des billets qui sont offerts par nos partenaires, que je remercie chaleureusement au passage, qui permettent ainsi aux passagers de repartir avec un autre billet d'avion. Donc, la garantie de revenir nous voir, c'est très bien. Pendant cette semaine, les amateurs d'art peuvent aussi contempler des œuvres du défunt sculpteur sénégalais Ousmane Sow. La maison d'Ousmane Sow qui nous a gentiment mis à disposition 2 œuvres de l'artiste, au grand plaisir des passagers et des amateurs d'art. La statue Le Cavalier des Arçonnets et la statue Sitting Bull qui sont là et qu'on a vraiment plaisir à accueillir et qui seront présents dans l'aéroport jusqu'au 7 janvier. Les festivités se poursuivent jusqu'au 9 décembre prochain, date de clôture des Jeux. Actualité internationale, j'accueille Bokar Alpha-Kane, bonjour. Bonjour Khalifa Diakhaté. Au Gabon, Jean Ping veut être calife à la place du calife. Il se considère toujours président après donc les résultats contestés de 2017. Oui, la coalition pour la nouvelle République qu'il dirige a donné hier une conférence de presse animée par l'ancien Premier ministre Jean Eyeng-Ndong. La coalition exige le recomptage des voix dans le Haut-Ogooué et la reprise du scrutin dans les 21 bureaux de vote du 2e arrondissement de Libreville, comme le stipule la Constitution. Par ailleurs, la coalition déplore l'absence de communication qui entoure la santé du président Bongo. Écoutons l'ancien Premier ministre Jean Eyeng-Ndong. À titre de rappel, la présidence de la République reste la clé de voûte de nos institutions. Vous le savez. Son locataire étant au service du peuple, tous les Gabonais ont le droit de savoir et d'être tenus informés sur les questions relatives à sa santé. Le président de la République, c'est la première institution. Le peuple gabonais est en droit de savoir si cet homme-là qui incarne l'institution première du pays est en forme, est en bonne forme, est en bonne santé. Nous avons le droit de le savoir. La coalition pour la nouvelle République constate, pour le dénoncer, la cacophonie, l'imbroglio et la légèreté entretenue par la communication gouvernementale autour de ce sujet sensible. Effectivement, c'est très sensible parce qu'il s'agit de la première institution du pays. Le peuple gabonais exige donc un devoir de vérité sur cette question d'intérêt national. Bokar Alpha-Kane, l'Union africaine et l'ONU sont satisfaites de leur collaboration dans la gestion des conflits en Afrique. Oui, lors d'un débat au niveau ministériel du Conseil de sécurité sur la coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales de résolution des conflits, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré qu'il y a une évolution positive dans le mode de règlement des conflits en Afrique. Moussa Faki Mahamat. Ces dernières ont démontré une capacité à intervenir rapidement dans des environnements complexes pour contenir la violence, faciliter l'avènement de la paix et créer les conditions de son maintien. Le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies a évolué pour négocier avec créativité les enjeux sécuritaires de l'heure. L'opération hybride au Darfour, les transitions au Mali et en République centrafricaine entre missions africaines et onusiennes et le soutien appréciable que les Nations unies apportent à notre mission en Somalie sont des exemples édifiants à cet égard. Alors, une note conceptuelle a été distribuée avant la réunion par la Côte d'Ivoire en sa qualité de président du Conseil pour le mois de décembre. Et cette note insiste sur la nécessité d'une coopération plus étroite entre l'ONU, les États et les organisations sous-régionales et régionales, notamment et surtout sur la question du financement. Un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui indique que le nombre de morts sur les routes continue d'augmenter
avec 1,35 million de morts par an dans le monde. Voilà, c'est le rapport mondial de l'OMS sur la sécurité routière 2018 qui souligne que les accidents de la route sont désormais la principale cause de mortalité chez les enfants et les jeunes de 5 à 29 ans. Écoutons Dr Étienne Krug, il est directeur du département de la gestion des maladies non transmissibles à l'OMS. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que les accidents de la route sont devenus la principale cause de décès chez les jeunes. Nous savions déjà que c'était une des principales causes de décès chez les 15 à 29 ans. Maintenant, c'est aussi la principale cause de cela pour les 5 à 14 ans. Ce sont des jeunes enfants qui vont à l'école, vont jouer et se font tuer parce qu'il n'y a pas de terrain de jeu sûr. Parce que fondamentalement, les gouvernements n'ont pas mis en place l'infrastructure leur permettant de le faire en toute sécurité. Haven't put in place the infrastructure to allow them to do so safely. Alors, le rapport de situation mondiale de l'OMS Khalifa sur la sécurité routière 2018 indique que malgré l'augmentation du nombre total de décès, les taux de mortalité par rapport à la taille de la population mondiale se sont stabilisés ces dernières années. Cela donne à penser que les efforts déployés en matière de sécurité routière dans certains pays à revenus intermédiaires ou élevés ont atténué la situation. Alors là où des progrès ont été réalisés, c'est parce qu'il y a eu une meilleure législation concernant les principaux risques tels que la vitesse, l'alcool au volant et l'absence de port de la ceinture de sécurité, du casque de moto et du dispositif de retenue pour enfants. Des infrastructures plus sûres telles que des trottoirs et des voies réservées aux cyclistes et aux motocyclistes. Le rapport indique enfin que ces mesures ont contribué à réduire les décès sur les routes dans 48 pays à revenus intermédiaires ou élevés. Cependant, pas un seul pays à faible revenu, donc les pays africains, n'a enregistré une réduction du nombre total de décès, en grande partie à cause du manque de mesures. Bokar Alfakan, merci beaucoup. Dans un instant, les sports avec Mohamedou Kandji. Le journal des sports de e-Radio. Mohamedou Kandji, bonjour. Bonjour Khalifa. Alors Sadio Mané au Real de Madrid. Oui, c'est l'information qui défraie la chronique Khalifa. Le débat est là. Certains journalistes pensent que c'est le moment pour l'attaquant sénégalais de trouver un nouveau challenge. D'autres par contre se disent prudents sur ce dossier. Un reportage de Sekou Seydi. Le Real de Madrid aurait fait une offre d'environ 75 milliards de francs CFA pour Sadio Mané. Et pourtant, l'attaquant sénégalais vient de prolonger son contrat chez les Reds jusqu'en 2022. Selon Omar Diarra, journaliste sportif à Ndamli Orange, le départ du joueur vers la Maison Blanche dépendrait de lui. Tout dépendra peut-être du club, mais surtout du joueur. Le joueur vient de renouveler son contrat il n'y a pas longtemps. Donc, est-ce qu'il voudra un peu quitter tout de suite pour aller malgré la manne financière qui s'offre? Mbaye Sène, lui, pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne sur cette rumeur. C'est vrai que le Real de Madrid a vraiment besoin de très grands joueurs. Le Real de Madrid a besoin de renouveler son effectif. Mais concernant l'international sénégalais Sadio Mané, il faudrait y aller doucement. Mais pour moi, Sadio Mané rejoindre le Real de Madrid, ça va être une très bonne chose. Sadio Mané a toutes les qualités pour évoluer au Real de Madrid. Omar Diarra. Je pense que oui, il a 27 ans et tu sais, à 30 ans, un joueur ne vaut plus grand-chose ou bien n'a plus les mêmes possibilités que quand il avait 20 ans, 25 ans ou même 17 ans. Donc c'est beaucoup de choses qui entrent en compte et reste à savoir si aujourd'hui Sadio Mané a compris que sa carrière aussi doit passer par d'autres grands clubs. Le Real de Madrid ne lâche toujours pas l'attaquant sénégalais. Sadio Mané avait déjà commencé à faire parler de lui chez les Merengues. Son transfert au Real était annoncé lors du dernier mercato. Cannes 2019, contrat rebours lancé. Oui Khalifa, la Confédération africaine de football a officiellement lancé l'appel à candidature pour l'organisation de la CAN 2019 à travers un communiqué publié sur son site internet. Selon le communiqué, les pays désireux d'accueillir la compétition de football ont jusqu'au 14 décembre pour présenter leur dossier. À noter, Khalifa, que l'Afrique du Sud et le Maroc sont favoris pour accueillir la prochaine CAN. Affaire Massata Diack, le comité international olympique demande au Sénégal de s'impliquer. Oui, ce qui est tout à fait légitime pour le professeur Abdoulaye Sakho, enseignant-chercheur au consortium pour la recherche économique et sociale. Toutefois, le directeur du Master 3 et économie du sport rappelle que ce n'est pas une obligation et il n'y a aucune pression du côté de l'État du Sénégal. Le professeur Abdoulaye Sakho est au téléphone de Sekou Seydi.
Il me semble en tout cas que ce n'est pas très orthodoxe du point de vue de la démarche ou en tout cas de la marche des démocraties représentatives au regard de ce grand principe de l'indépendance de la justice. Au niveau international, il y a une très très forte influence aujourd'hui du mode de fonctionnement de la justice américaine sur la justice pénale internationale. Et de ce point de vue-là, avec ce fameux concept qu'on appelle la compliance, il y a de plus en plus des nouveautés du point de vue procédural. Et ces nouveautés, ils ont été introduites par cette fameuse compliance, c'est-à-dire parmi ces nouveautés, ce que je peux citer, c'est la demande de coopération que l'on adresse souvent aux prévenus. On demande à un prévenu de coopérer pour faire marcher la justice, pour faire éclater la vérité. Ce fonctionnement de la justice procédurale américaine fait de telle sorte qu'aujourd'hui, on peut comprendre qu'un juge français qui a un dossier supposé de lutte contre le dopage puisse demander la coopération des autorités judiciaires sénégalaises. Mais que ça passe par le président de la République, cela me pose des problèmes. Pour terminer, le Sénégal, capitale du triathlon en 2018. Puisqu'il va organiser la Coupe d'Afrique de cette discipline à partir de dimanche 9 décembre. Une compétition qui verra la participation de plusieurs athlètes venus d'ici et d'ailleurs. Selon les organisateurs, tout est fin prêt pour un bon déroulement de l'événement. Les détails avec Mamadou Diagne. Une première en Afrique de l'Ouest, le Sénégal va abriter la Coupe d'Afrique de triathlon ce dimanche. À 48 heures de l'événement, les organisateurs sont au dernier réglage. Boubacar Gaye, membre de l'organisation. Nous y sommes, je pense que nous sommes au dernier virage à 48 heures de l'événement. Je pense que les choses semblent aller en tout cas mieux. Bon, nous sommes prêts le jour J, Inch'Allah. Une compétition qui verra la participation de plusieurs athlètes et officiels venus du monde entier. Aujourd'hui, nous avons enregistré 19 pays qui vont participer, dont une bonne quinzaine viennent des différents continents. Il y a aujourd'hui les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, il y a l'Italie, le Luxembourg, le Danemark, il y a la Syrie, il y a beaucoup de pays. Donc il y a aussi les Africains, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a l'Afrique du Sud, le Niger, Cap-Vert aujourd'hui, et la Gambie et le Sénégal pour les pays africains. Donc nous avons au total 19 nationalités. Une manifestation qui aura un impact tant sur le plan sportif qu'économique, selon Boubacar Gaye. Effectivement, c'est ça. Il a un grand impact positif. Déjà, beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas encore le triathlon. Je pense qu'à travers ces manifestations, avec la communication, les gens connaîtront mieux. Ça, c'est le côté sportif. Le deuxième aspect, c'est du côté économique. Je pense que tous les gens que j'ai cités ici sont des gens qui viennent contribuer dans le développement de l'économie au niveau du Sénégal. Ils vont participer parce que ce qui se prennent en charge aujourd'hui, ils ont payé le billet d'avion avec ce que cela comporte. Mais ils payent aussi les hôtels et ils vont effectuer les dépenses au niveau du marché. Pour cette compétition, la natation est prévue à la plage de Ngor et l'inscription est fixée à 10 000 francs pour les athlètes amateurs. Voilà Khalifa, c'est tout pour cette page des sports, mais l'actualité continue sur www.emedia.sn. Merci Mohamedou Kandi. Cette édition également en arrive à sa seconde partie. Vous le savez, Dakar a étrenné hier son plus grand musée en termes de superficie, mais surtout de standing. Alors, les Sénégalais vont-ils vraiment en profiter? Connaissent-ils l'intérêt d'un musée? Écoutez les éléments de réponse à travers ce micro-trottoir réalisé par Mariam Adamaba dans un instant. Savez-vous ce que c'est un musée? Non, même pas. Musée, non. Un musée, oui, j'entends parler d'un musée. Oui, je sais un musée. C'est là où on rencontre les artistes. Bon, je sais pas. Un musée, c'est un endroit où on expose des œuvres d'art, des outils qui ont appartenu à l'histoire. Je pense que c'est ça, en fait, le vrai sens du musée. L'idée de faire un musée, c'est de pouvoir perpétuer donc, des acquis de certaines personnalités, que ce soit des œuvres d'art, des livres ou bien des objets historiques, et de permettre aux générations futures de pouvoir les regarder et de se souvenir donc, de leur histoire. En fait. Micro-trottoir réalisé par Mariam Adamaba. Alors, les collections muséales passionnent très peu les Sénégalais. Vous l'avez constaté à travers ce Vox Populi, mais également retenez que c'est l'avis donc d'une voix autorisée. Il s'agit de El Hadj Malick Ndiaye. El Hadj Malick Ndiaye est conservateur du musée d'art contemporain Théodore Monod. Il a été interrogé par Awa Diop. Awa Diop donc qui nous apporte des réponses sur cette question également.
Au lendemain de l'ouverture officielle du musée des civilisations noires dans la capitale sénégalaise, le constat est qu'ils sont nombreux ces Sénégalais qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée. Pour El Hadj Malick Ndiaye, chercheur à l'IFAN et conservateur du musée Théodore Monod, très peu de Sénégalais visitent le musée. Quand nous nous basons sur les statistiques pour le musée Théodore Monod, il est évident que, en ce qui concerne l'art traditionnel, l'art ancien que nous exposons, les Sénégalais visitent très peu. Parmi ceux qui font souvent un tour, l'on retrouve ce qu'on appelle le public obligé, autrement dit les élèves, les passionnés, qui sont d'ailleurs très peu, et les étrangers, selon le conservateur. Généralement, c'est des élèves, mais pour ce public sénégalais, c'est des visites pédagogiques. Il y a un autre public qui vient par lui-même, un souci de curiosité qui les amène visiter les collections. Et ces Sénégalais, on les compte très très peu. Il y a d'autres Sénégalais qui viennent, mais tout le temps accompagnés, soit par des amis de passage à Dakar, soit par des touristes. Le chercheur à l'IFAN trouve que même si certains viennent visiter, la valeur culturelle qu'on devrait donner à ce genre d'infrastructure laisse à désirer. Si nous nous basons sur une enquête qualitative du public, les motivations ne sont pas celles que nous aurions souhaité avoir, et celle-là, c'est une certaine passion, une curiosité personnelle, un intérêt personnel envers les collections, envers le patrimoine de manière globale. Le Sénégal a ouvert officiellement le musée des civilisations noires, mais malheureusement, beaucoup de citoyens n'ont pas la culture de visiter les musées. Pour le conservateur du musée Théodore Monod, les Sénégalais résidents accordent très peu d'intérêt au musée. Diop, merci. C'est l'heure de la chronique de Mamoudou Ibra Kane qui s'intéresse aujourd'hui aux 7 sages. Visiblement, dans l'ère du temps, le Conseil constitutionnel qui a en effet ouvert une porte ou un portail, plutôt une porte virtuelle ou un portail, un site internet pour permettre aux Sénégalais de faire davantage connaissance avec le travail de la Cour. Mamoudou Ibra Kane analyse. Chahuté, injurié, menacé, un de ses juges assassiné, pas besoin de revenir sur les circonstances de la mort de Maître Babacar Sèye. Le Conseil constitutionnel avait assurément bien besoin de réagir. Agir au lieu de toujours subir. La juridiction constitutionnelle inaugure une nouvelle ère, celle de la communication. Elle ne pouvait pas continuer à ignorer une exigence des temps modernes. En lançant son site web www.conseilconstitutionnel.sn, l'institution dirigée par Pape Omar Sakho semble avoir compris qu'il y avait lieu depuis longtemps de s'ouvrir au public. À tort ou à raison, l'image d'incompétence colle à la toge des 5 sages devenus 7 depuis la dernière réforme constitutionnelle. Choix ne pouvait être plus judicieux que l'élection présidentielle prévue dans 100 jours pour faire leur mue, polir leur image, comme pour dire « Voyez, nous avons changé ». Plus de 25 années d'existence, comme il l'affiche fièrement sur son tout nouveau site, avec à son actif 15 échéances électorales, dont 4 élections présidentielles sanctionnées par 2 alternances à la tête de l'État, le Conseil constitutionnel n'a plus droit à l'erreur. Cette grande expérience doit servir à quelque chose. De sa détermination à être et à rester un pilier de l'état de droit et un contributeur à l'émergence d'une jurisprudence normative, pour encore reprendre les 5 sages qui se mettent à la page, dépendra sa crédibilité. Cependant, la dégradation du Conseil constitutionnel n'est pas de sa seule faute. L'attitude de la classe politique à l'endroit de l'arbitre du jeu électoral y a beaucoup contribué. Il est souvent victime des impatiences du pouvoir, de la classe politique et de l'opinion, comme le relève avec pertinence l'éminent juriste Robert Badinter. Le jugement des politiciens varie souvent en fonction des humeurs du moment, des positions du moment et des intérêts du moment. Les 7 sages sont beaux ou moches selon celui qui les caricature, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition. Le politicien passe, le juge demeure. La preuve,
C'est le même Conseil constitutionnel qui a confirmé la défaite du président Abdou Diouf en 2000, installé Abdoulaye Wade dans la fonction de président de la République et reçu en 2012 le serment de Macky Sall comme chef de l'État. À quelques mois d'une nouvelle élection présidentielle, la 5e depuis sa création, c'est encore devant le Conseil constitutionnel que les hommes politiques sont en train de défiler et de déférer leur déclaration de candidature. Il est temps de mettre fin à l'injustice faite à la justice constitutionnelle. Quant au Conseil constitutionnel, il gagnerait à se soustraire au diktat, pour ne pas dire à la dictature de la politique politicienne. L'élargissement de son champ de compétences découlant du référendum du 20 mars 2016 plaide en sa faveur. Avec un pouvoir de contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et à la connaissance des exceptions d'inconstitutionnalité pouvant être soulevées devant la Cour d'appel ou la Cour suprême, ce n'est pas la matière qui lui manque. Et si le Conseil constitutionnel était entré de plein pied dans l'ère de la compétence, à l'exception de leur incompétence définie par la loi, et sauf à considérer que le juge constitutionnel n'est pas un juge comme les autres, nos sages n'ont plus l'excuse de l'incompétence. GD16 vous offre la revue de presse. Ousmane Gueye. Le consensus finalement trouvé pour l'inhumation de Sidi Lamine Niasse, le PDG de Walfadjri, va reposer auprès des siens à Kaolack. Le dernier mot revient donc à Léona Niassène, comme l'indique Enquête à sa une ce vendredi. Nous ne pouvions plus laisser la dépouille de notre père perdurer à la morgue, se justifie Cheikh Niasse à la page 3 du journal. La volonté de Léona Niassène et de Medina Baye finit donc par l'emporter, constate Sud Quotidien, tandis que Libération fait un large zoom sur les insultes et empoignades qui ont marqué la journée d'hier à la morgue de l'hôpital principal. Alors que d'autres personnes étaient sur place, les deux camps se sont donnés un spectacle. Chaque parti voulait prendre sa dépouille avant que la situation ne dégénère et nécessite l'intervention de la gendarmerie qui les a chassés des lieux, rapporte Libé. Le fondateur de l'horreur, finalement à Kaolack, les Échos y voient une sorte d'abdication de Cheikh Niasse et compagnie après 4 rencontres. Les acteurs de la petite médiation entreprise, Abdourahmane Kamara, collaborateur et compagnon de Sidi Lamine Niasse pendant 30 ans, Oustaz Hassan Diouf, Oustaz Hadi Niasse, parmi ceux qui ont prêché la bonne parole pour trouver une issue à la situation, comme l'expliquent les Échos. Sur la liste, il y a aussi le communicateur traditionnel El Hadji Mansour Mbaye. L'information est de l'AS qui semble se féliciter de la fin d'un long bras de fer spectaculaire. Mais est-ce vraiment la fin de l'histoire? Pour autant, pas si l'on parcourt la page 5 de Source A. Selon les confrères, il y a au moins 2 principales raisons qui devraient conduire à une audition de Ahmed Khalifa Niasse. La première, il dit connaître ceux qui ont isolé et tué son frère. La seconde, l'homme d'affaires a promis de venger ceux qu'il accuse d'avoir fait en sorte que tout un pays pleure son don du ciel. Si le procureur de la République se penchait sur cette sortie du frère aîné de Sidi Lamine Niasse, il poserait un acte salutaire, explique Source A. Macky Sall a-t-il posé un acte salutaire à l'occasion de l'inauguration du musée des civilisations noires? Le chef de l'État attribue la paternité de l'infrastructure à son prédécesseur et non moins adversaire politique. Et quel adversaire? C'est une idée très chère à Léopold Senghor, mais c'est Abdoulaye Wade qui lui a donné vie à travers le projet des 7 merveilles de Dakar, rappelle le président de la République dans les Échos. Mais l'AS a plutôt choisi de mettre l'accent sur le premier président de la République du Sénégal qui en a lancé l'idée lors du premier festival des arts nègres à Dakar. Nous sommes en 1966. Senghor ou Wade donc? Enquête choisit de couper la poire en deux. Musée des civilisations noires, Macky Sall réalise les rêves de Senghor et Wade titre le journal. Et s'il faut remonter au président poète pour restituer tout le sens du musée des civilisations noires, c'est parce que c'est effectivement une vieille idée, un ancien rêve, pour reprendre Mariam Digo de Sud Quotidien. Et dans l'article, comme pour emprunter à Senghor, ces propos du recteur de l'UCAD, la symphonie qui s'écrit
depuis l'historique congrès des arts nègres et écrivains noirs tenu à la Sorbonne en 1956 s'achève avec cette belle œuvre architecturale au cœur de Dakar. Loin des notes symphoniques, la mélancolie, sinon la désolation des impactés du train express régional. Les impactés auxquels s'intéresse le Témoin ce matin ne sont pas forcément ceux que vous croyez. Ils ont pour nom Sénélec, Sonatel, Sénégalaise des eaux. Victimes de l'APIX, comment? Le Témoin explique que les ménages indemnisés par l'agence chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l'État ont disparu avec leurs factures échues à plusieurs milliards de francs CFA. La Société nationale d'électricité, pendant qu'on en parle, le directeur général veut assurer un accès à l'électricité pour tous. Oui, l'accès universel à l'horizon 2025 est tout à fait possible, promet Mohamedou Maktar Cissé dans Libération. En sport, la grosse offre du Real pour Sadio Mané, si ce n'est pas encore acté, ça se prépare, ça s'annonce d'après la Tribune. Le journal révèle que le président du club, un grand fan de Mané, dans le cadre du Mercato, a tenté de faire signer le joueur de Liverpool. GD16 vous a offert la revue de presse. Voici ce qui a fait l'essentiel de cette édition de Midi Keng. Retour définitif au bercail de Sidi Lamine Niasse. Le cortège de la dépouille du fondateur du groupe Walfadjri s'est ébranlé en fin de matinée, cap sur Léona Niassène. Il y sera inhumé après la grande prière de vendredi. Avenue Cheikh Anta Diop, de violents affrontements signalés depuis ce matin. La scène de feu qui a opposé les forces de l'ordre à des individus qui n'ont toujours pas motivé le mouvement. Mamadou Diagne suit pour nous. Ziguinchor, la peste des petits ruminants qui déciment le bétail. Nous avons fait le point de la situation maîtrisée, nous dit Mamadou Diagne, dans la ville du sud du Sénégal, ce à la veille de la journée de l'élevage qui sera célébrée samedi à Ranérou. Ziguinchor entend marquer sa présence avec notamment l'exposition de produits du terroir. Les Sénégalais ont-ils une passion pour les collections muséales? Négatif, c'est la réponse du conservateur du musée Théodore Monod, coup de projecteur de Awa Diop sur ce manque d'intérêt. Dans cette édition également, Gabon, la coalition pour la nouvelle République de Jean Ping qui exige le recomptage des voix de la présidentielle de 2017. Ali Bongo, le challenger de Ali Bongo donc, a jusqu'ici contesté la victoire de ce dernier. La chronique de Mamoudi Brekan, comme tous les vendredis, Mamoudi Brekan qui s'est penché sur les 7 stages qui se mettent à la page. Journal réalisé par Aminata Ndong Mohamedou Kandji. Aminata Ndong que vous retrouvez tout à l'heure pour le 13h. Mise en onde Aliou Diassi, au micro Khalifa Diakhaté. Dans quelques instants, de 19, le journal de la présidentielle avec Migui Maram Ndiaye. Lam yaa gumor raja